Cette vidéo vous est présentée par Prime Optique. Ouvert 7 jours sur 7, boulevard Magenta à Paris. Est-ce que je suis seul pour toi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ma première vidéo vous a plu. Donc je passe d'Éric Zemmour à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, j'ai hâte de le rencontrer, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur lui, d'écouter ce qu'il a à me dire, d'essayer de le comprendre. Et ben, je vous emmène avec moi. Bonjour. Bonjour madame. Enchantée. Ah ben, on est là tout pour vous. Je vois, oui. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Bah écoutez, C'est beau ce truc quand même. je viens apprendre à vous connaître. Oh mon Dieu. On va papoter quoi. D'accord. Venez, on va se mettre à l'ombre. Oui, parce que c'est un ça milieu. marche. Ça doit être impressionnant de faire des meetings. Non, vous m'avez pas dit bonjour. Depuis le temps, non. Ça y est, ça, vous êtes à l'aise vous. Bah, je fais ça depuis que j'ai l'âge de 16 ans, quoi. C'est comme des stars, hein. Non mais c'est vrai que moi j'ai assisté au meeting du coup d'Éric Zemmour l'autre jour. Et j'ai l'impression que les meetings c'est vraiment attendu quoi. Les gens vont à la rencontre de leur de la personne qu'ils suivent, qu'ils soutiennent, etc. Et là Bon, on va qu'est-ce où qu'on alors? fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est ça? C'est beau ça, hein? C'est la liberté, regardez, elle a brisé une chaîne. C'est génial parce que grâce à Jean-Luc Mélenchon, je découvre des choses. Vous voyez? Vous aurez impacté dans la vie de Magali Berda la découverte de monuments. Oui, mais moi j'aime bien. Il y a 3 jeunes qui sont lycéens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Leurs parents ont voté pour toi et voudraient voter pour un génial. Réveil. Allez, me racontez pas d'histoire. Déjà, vous me connaissez mal si vous amenez des Pour mon mot de génial. retard de parce que je vais arriver en retard là en cours, c'est pour savoir si vous pouvez me faire mon mot de retard. C'est génial. Ça serait classe, Sérieux? monsieur. Oui, vraiment. Monsieur, j'adore votre compte TikTok par contre. Ma quoi? Votre compte TikTok. Maxime. Allez, Ah ouais? Ouais, c'est énorme. Ah oui, votre compte Et la TikTok. première fois qu'on a fait le TikTok, c'est elle qui m'a suggéré cette idée. Ouais. Ouais, j'y croyais, ça marche, hein. J'y croyais pas du tout. Mais c'est un beau défi parce qu'il s'agit de faire en quelques secondes quelque chose qui soit un peu performant. Je prépare mon débat avec vous. C'est le troisième. Paris, Jean-Luc Mélenchon veut avancer l'âge du droit de vote. C'est ça? Ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon est président, vous auriez le droit de voter. Je me trompe ou pas? Non, Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? 16 ans. 16 ans. Pas sûr. Mais est-ce qu'à 16 ans on a une conscience politique assez importante pour pouvoir voter? Même 18, je trouve que c'est un peu jeune aussi. 16 ans, je crois. J'ai connu, moi, à l'époque, c'était 21. Et on disait 18, vous êtes fous, c'est des gamins. 21, je pense que c'est correct. Hein. Hein? Je pense que 21, c'est pas mal. Je vais arriver à vous situer au bout d'un moment politiquement. C'est possible. Hein. Vous êtes incisif, vous, hein? Sûrement. Oui. Je vois dans vos yeux. Non, mais ouais, 16 ans, pourquoi? Alors, vous avez posé une bonne question, on m'a dit, est-ce qu'on est assez mûr? Par exemple, à 16 ans, vous pouvez être émancipé. Mais je pense que quand on a 16 ans, ça ne serait pas obligatoire. C'est si on a envie de le faire. C'est beau, on vous voit parler avec les gens comme ça. Ça se voit que vous aimez les gens. Vous aimez parler avec les gens? Non, il m'énerve des fois. Ah ouais? Hyper Regardez, accessible. prenons un exemple au hasard. Cette dame avec cette casquette, Ouais. elle est agaçante, quoi. Ah, anti-journaliste. Et vous parasitez, c'est son émission. non, Marco. Tu vas pas être exclusive de quelqu'un maintenant? Oh, peut-être, vous n'en savez rien, vous ne le saurez pas. Alors, on m'a dit que la presse politique, justement, c'était toujours les mêmes qui suivent chaque parti, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez l'habitude, du coup, c'est les journalistes qui sont habitués à vous à chaque fois. Oui, mais moi, je suis pas habitué à eux. Je préfère que vous le notiez. Hein. Non, c'est horrible. Ils sont condamnés des fois pour plusieurs Non, mais années. par Moi, exemple, LCI, j'y suis c'est pour rien. pour M. Mélenchon. Et c'est une autre pour Éric Zemmour, par exemple. Alors gens, donc, ça- elle a rien décidé, moi non plus. On ne se connaît pas et on est obligé de vivre ensemble. Alors, Oh, ça a l'air de matcher, hein. non, Ça va, hein. je sais pas du tout. Arrêtez, elle va se croire après. Vous êtes cool, en fait. Si. Ça dépend des jours, des heures. vrai Monsieur Mélenchon, on a une Qu'est-ce qu'il y a? question politique à vous poser quand même. Non, C'est moins drôle, ça. je fais pas de politique. Vous empêchez les gens de m'approcher, vous faites peur à tout le monde. C'est marrant parce qu'en fait, on est censé faire 200 mètres avec Jean-Luc Mélenchon.
et on est sur 4 heures de route. Ouais. En plus, là où c'est sympa, enfin moi je trouve que c'est sympa, c'est que quand il s'arrêtait avec les petits jeunes de tout à l'heure qui ont 17 ans qui ne votent pas, il est resté une demi-heure à leur parler. Alors qu'en vrai, il n'a pas d'intérêt parce que les gens se disent souvent que dans la tête des politiques, tout est stratégique, tout est calculé. Mais en vrai, si je calcule, je me dis, ils ont 17 ans, j'ai pas d'intérêt à leur parler puisqu'ils voteront pas de toute manière. Et en fait, il leur a posé plein de questions, enfin il s'est intéressé à eux et tout, j'ai trouvé ça vachement touchant. Moi. Surtout qu'ils ont parlé de philosophie et de technique, donc Jean-Luc, après, c'est des sujets, il est parti. Mais tu verras aussi, mais en fait, dans ses meetings, dans ses discours, il se nourrit tout le temps de ses rencontres, de ses échanges avec des gens. Et moi j'étais choquée parce que le jeune de tout à l'heure de 17 ans le connaissait à travers TikTok. Combien il a d'abonnés sur TikTok? Plus d'1 million là. Ouais, là on a passé les 1 million il y a quelques semaines. C'est énorme. Et en fait, c'est un influenceur. Il a des réseaux sociaux qui sont à un niveau, par exemple, il y a genre 640 000 abonnés sur YouTube. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Jean-Luc Mélenchon est un influenceur. T'as du boulot? Tu crois qu'il ferait un petit code promo ou pas? Tu crois qu'il ferait un petit code promo ou pas? Tu peux essayer. Non mais en vrai, il y a des codes promo sur notre site Action Populaire. Quand vous faites des actions régulières, vous avez des codes promo. Juste que je vous explique, Antoine, c'est le responsable de la communication digitale de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est lui qui gère ses réseaux sociaux. C'est toi qui gères ses réseaux sociaux. Il s'en va sans moi là, c'est normal ou pas? Ouais, là il s'en va. Il m'a Mais oublié. t'inquiète, il va s'arrêter, voilà, c'est bon, ça y est. Ah c'est bon, il s'est arrêté quelqu'un, j'en ai pour 4 heures les gars. C'est bon, on peut parler. Bonjour Elodie, ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. Alors je suis super contente d'être là, donc c'est le meeting de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Vous êtes bénévole pour Jean-Luc Mélenchon? C'est ça, moi je suis bénévole, je suis bénévole du coup au pôle événement et je suis toute cette campagne, sur toute la tournée de meeting, l'organisation en amont, pendant, l'après, etc. D'accord, depuis combien de temps vous faites ça? Moi je suis militante depuis 5 ans et là j'ai commencé à suivre activement la campagne au siège, etc. depuis le mois de septembre. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Moi, ce qui me plaît, c'est que pour moi, c'est le seul à écouter la jeunesse, dans le sens où il écoute nos problèmes et il nous propose des perspectives à l'heure actuelle où tout est noir et où on se dit que dans 50 ans, on sera tous morts, soit par le réchauffement climatique ou par autre chose. C'est le seul à nous proposer quelque chose, autant sur l'écologie que le social, que la démocratie. Et aujourd'hui, en tout cas, notre génération, elle va vraiment souffrir si on change pas quelque chose, quoi. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Merci de me répondre. Avec plaisir. Alors vous organisez tous les événements de Jean-Luc Mélenchon. Exactement, les meetings, les prises de parole, tout ça. Ok, donc c'est vous qui lui dites, voilà, on va aller à tel endroit, tel jour, on va faire ça. On discute d'un plan pour savoir dans quelle ville on va aller, on regarde les différentes dates, on choisit un planning pour aller crescendo pour avoir de plus en plus de monde dans les meetings et puis après on organise toute la logistique avec énormément de bénévoles, de volontaires. On fait au minimum appel à des prestataires. Typiquement ce meeting là à Bordeaux, c'est quasi exclusivement des volontaires qui font tout, la captation vidéo, la diffusion du son, etc. Ça coûte combien d'organiser un meeting comme ça? Alors là, il nous coûte rien techniquement. Il y a l'écran qui va nous coûter quelques 5 000 €. Et la location de la salle, on doit être un peu moins de 20 000 €. Remarquez, ça fait quand même beaucoup d'argent parce que si on accumule tout ça... Bien sûr, mais comparé à un meeting dans un zénith avec des prestataires, l'équivalent fait par un prestataire, rien que la prestation du prestataire, c'est 40 000 €. D'accord. Et vous faites les grandes villes comme le rural, vous faites tout? Oui, on essaye d'aller un peu partout. Alors dans les grandes villes, forcément, on arrive à avoir des salles plus importantes. Mais ce qui est important, c'est qu'on a également des réunions publiques sans le candidat. Mais toutes les semaines, là par exemple, cette semaine, là, on doit avoir une quinzaine de réunions publiques qui vont dans toutes les villes de France. D'accord. Il y a combien de personnes à peu près qui sont bénévoles comme ça, qui s'engagent? C'est plusieurs, sur toute la France, là c'est plusieurs dizaines de milliers. Ah ouais, c'est énorme. Hein? Oui, c'est une force de frappe, on est quasiment la plus importante force de frappe militante du pays actuellement. Ça va Clémence? Ça va. Alors Clémence, ouais, ça va très bien, j'ai froid mais je suis bien, ça va. C'était une belle journée. En tout cas, je suis super bien reçue, tout le monde s'occupe bien de moi, j'ai pu parler à tout le monde, je suis trop contente. Cool. Et toi, tu es donc responsable du programme à la présidentielle. C'est quoi être responsable du programme à la présidentielle? Eh ben en fait, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille pour avoir des propositions sérieuses à présenter aux gens et qu'elles soient compréhensibles. Donc tu te déplaces dans tous les endroits, tu vas avec Jean-Luc Mélenchon? Je vais pas tout le temps avec lui, mais on est toujours un membre de l'espace programme à être là, à écouter ce que disent les associations, les syndicalistes, les gens qu'on rencontre. Et avec ça, on en a fait un programme et on l'a publié il y a 2 mois maintenant. Ok. Et est-ce que là, vous avez atteint les 500 signatures ou pas encore? Alors pas encore, c'est difficile honnêtement. On a eu un échange plus tôt dans la journée parce que c'est un système qui est en fait très injuste, qui fait
fait qu'il faut avoir des maires qui osent, parce que maintenant c'est public, quel maire parraine quel candidat, qui osent dire qu'ils parrainent. Et aujourd'hui c'est compliqué dans les petites communes notamment pour les maires d'afficher un soutien à un candidat ou à un autre. Et du coup c'est un processus de longue haleine, et donc on se déplace, on va voir les maires, on essaye de les convaincre. Et nous on avait fait une proposition alternative d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon il a déposé une loi à l'Assemblée nationale pour dire que ça devrait être les gens qui devraient pouvoir parrainer les candidats, qui devraient pouvoir décider qui est candidat. Et du coup on avait proposé que s'il y avait 150 000 soutiens citoyens, des gens comme nous, qui disaient qu'un candidat devait pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, ça devrait pouvoir remplacer ce système des maires. D'accord. Voilà, et donc bon, ça a été rejeté par les macronistes. J'ai passé une journée avec Éric Zemmour. Il y a eu un gros débat sur le voile. Et je voulais savoir votre position sur le voile. Est-ce que vous êtes pour ou contre, si vous êtes élu président, sur le port du voile en France? On a voté une loi qui interdit le voile intégral dans notre pays. Moi, j'étais d'accord avec ça, parce que j'estime qu'on a un droit à se dévisager. Moi, j'ai le droit de savoir qui vous êtes. Je ne serais pas d'accord pour que vous veniez cacher, vous me regardez, et moi, je ne peux pas vous voir. Donc, je trouvais que c'était bien de ne pas permettre un vêtement qui crée un tel déséquilibre dans la relation entre les personnes. Évidemment, moi, j'ai envie de parler avec vous. J'ai envie de parler avec tout le monde. Le voile que des personnes mettent sur la tête, il faut bien comprendre pourquoi ces personnes le font. Bon, au début, j'ai fait comme tout le monde. Moi, j'ai été choqué. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'en avais plus vu depuis tellement longtemps. Vous avez même dit que c'était un chiffon. Oui, mais c'était pas méprisant, c'est pour dire un chiffon, parce que c'est un peu bête de ma part, mais c'est comme ça que ma grand-mère... C'était pour calmer les gens aussi? Mais non, parce que ma grand-mère disait pas ce chiffon, alors tu parles d'une idée, moi j'aurais même fait de me taire, mais c'était pas plus que ça. Moi je me vois pas, président de la République, créer une police du vêtement. C'est-à-dire des gens qui passeraient dans la rue, qui disent « Ah, vous, mettez pas, alors aujourd'hui c'est en foulard, demain ça va être je sais pas quoi, ah, vous êtes trop décolleté », parce que par exemple dans notre pays, c'est interdit d'être habillé des pieds à la tête par le voile dont on a parlé, mais c'est également interdit d'être tout nu dans la rue. Bon. Et donc je pense à quelques jeunes femmes musulmanes que j'ai connues mettant le foulard, alors j'aurais récité tout ce qu'on m'avait dit avant. Oui, c'est un signe de soumission à l'homme. Et la réponse, bon, vous le prenez comme vous voulez, mais je l'ai trouvée très intelligente. Elle me dit, mais pas du tout, t'as rien compris. C'est pas un signe de soumission à l'homme, c'est un signe de soumission à Dieu. Alors je suis resté un peu sans voix, parce que, bon, c'est un commandement. Je ne supporte pas l'intolérance, donc je ne supporte pas qu'on s'en prenne à des femmes, parce qu'elles ont un foulard sur la tête. Donc vous laisseriez les femmes voilées se promener tranquillement? Il ne peut pas y avoir de police du vêtement, enfin, ce serait grotesque. Si vous voulez, l'État doit être laïque, c'est-à-dire l'État chez lui, l'Église chez elle. Hein, on ne mélange pas les deux. Il faut aussi ne pas mélanger la politique et la religion. Et puis bon, avec ça, ça suffit, quoi. C'est pas la peine de rajouter. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté juive, par exemple, qui pensent que vous ne les aimez pas. Il y a même des gens qui vous ont peut-être... qui ont des fois dit, moi c'est ce que j'ai un petit peu entendu, que vous étiez antisémite. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là, justement, qui ont peut-être peur, si vous êtes élu président, qui se disent, on va peut-être se sentir mal à l'aise ou pas aimé par notre président? Vous avez envie de leur dire quoi? Tout ça est une histoire qui a été inventée par des propagandistes. Ma vie témoigne du contraire. Si j'étais un homme en train de préparer sa carrière, c'est pas mon cas, j'ai 70 ans, donc je suis pas carrière là. Vous pourriez dire, ah, il a telle ou telle intention, mais moi j'ai mon passé qui témoigne pour moi. Bien sûr. Puis je suis engagé depuis l'âge de 16 ans, alors vous voyez, ça fait un moment. Quiconque regarderait un peu dans le détail de mon existence apercevrait que l'antisémitisme n'est pas dans mes moyens, en quelque sorte. Mais je laisse un peu cet argument de côté. Non, je dois dire aux gens, j'ai aucune prévention religieuse, c'est sans doute ce qui me distingue de beaucoup de gens. Vous aimez les juifs autant que les musulmans? Pas parce qu'ils sont juifs, mais juste parce que c'est des personnes, et ceux que j'aime, je les aime, ceux que je déteste, je les déteste, et je me fiche bien qu'ils soient juifs dans l'un et l'autre cas. Ou les musulmans, ou les catholiques, ce qui m'est plus facile, puisque c'est ma famille. Et catholiques, mais je connais des catholiques insupportables, et des catholiques délicieux. La seule communauté que la nation reconnaît, la seule communauté, c'est la communauté légale. Vous, moi, nous sommes unis par la loi, tous les deux, on doit la respecter, même si elle nous exaspère. Alors peut-être qu'un coup vous êtes sourd, moi je suis con, c'est comme ça. Et on sait que vous êtes très proche du peuple, entre guillemets, on dit ça.
les jeunes qui sont en souffrance justement dans les quartiers, qui sont des quartiers pauvres aujourd'hui, des quartiers défavorisés, des quartiers des fois abandonnés. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces jeunes-là? J'ai été élu pendant assez d'années pour pouvoir en parler d'un quartier populaire. Et donc il y a une chose que je ne ferai pas, c'est le misérabilisme. D'abord, ce n'est pas parce que des gens habitent dans un quartier pauvre, défavorisé, éloigné, que pour autant les gens sont moins que d'autres. Tout à fait. On est d'accord. Ce que je voudrais dire, moi, c'est qu'on a besoin de vous tous. Et on a vraiment besoin urgent. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais notre pays est vieillissant. Il n'est pas à un niveau où les générations se reproduisent qui nous permettent d'être en nombre suffisant. Nous sommes donc déclinants. Et nous avons un énorme chantier qui est, pour faire face au changement climatique, il faut s'organiser, il faut réorganiser notre économie. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que on prendrait, quand quelqu'un fait un héritage, au-delà de 12 millions de l'héritage, hein, c'est quand même, ça laisse des beaux restes, hein, c'est 8 siècles de SMIC, ça laisse. Tout ce qui est au-delà, on prend et on donne. Tout ce qui est pris là, on le donne aux jeunes gens qui sont en fac pour qu'ils étudient et pas en même temps travailler la nuit et le week-end, et aux jeunes gens de l'enseignement professionnel. Donc l'héritage est limité à 12 millions. Oui. Au-delà, on donne tout. Oui. D'accord. Voilà. Et j'ai une question très cash. Vous détestez les riches? Ou vous les aimez? Non, non. non. Peut-être que si vous m'aviez rencontré quand j'avais 20 ans, oui, je vous aurais répondu, oui, c'est pas normal. J'en aurais fait une affaire personnelle parce que j'étais habité par le sentiment de revanche sociale. Je vais vous dire, je connais des gens pauvres odieux et des gens riches très généreux. Je connais des gens riches odieux et des pauvres très généreux qui partagent le peu qu'ils ont. Alors il paraît en plus que moi je suis riche. Ah. Ben oui, d'abord. Alors il y a ma fausse richesse, c'est celle que j'ai lue qui tournait sur les réseaux sociaux. Alors ça m'a bien fait rire. Enfin, au début ça me faisait rire, après ça me faisait plus rire. Ça a duré 7 ans. Alors il paraît que j'ai des chevaux et plusieurs voitures. Alors les chevaux passent encore, j'aime bien, c'est bête, mais les voitures, j'ai pas le permis, qu'est-ce que j'en ferai? Ah, c'est une information importante ça. Ouais. Alors on m'a aussi attribué des appartements ici et là, et la vérité c'est que je suis un riche sans l'avoir voulu et sans le savoir au départ, parce que j'ai acheté au bon moment des mètres carrés à Paris. Qui ont pris de la valeur. Ah mais c'est incroyable, ça a doublé, c'est invraisemblable, j'ai rien fait, à part pas ma salle à manger, hein, en changeant d'appart. Hein. Ça a pris de la valeur, et ça vaut plus d'1 million, j'arrive pas à y croire. Alors on me dit, oh là là, mais là vous êtes riche. Bah, je sais pas pourquoi je suis riche parce que j'ai un appart. Mais moi c'est un appart que j'ai acheté, c'est pas un capital. C'est gagner combien par mois d'être riche pour vous? Le salaire médian c'est 1 600 €. Bon, donc ça déjà, ça parle un peu plus, je sais pas, je pense qu'on peut se considérer comme aisé à partir du moment où on gagne 2 ou 3 fois ça. Mais donc riche, 3 000, 3 200 ouais, €. on n'a pas idée de ce que c'est qu'un riche la plupart du temps. Oui. Pour revenir à ça, vous avez dit que vous vouliez peut-être imposer justement les gens qui gagnent de l'argent à hauteur de 90%. C'est ce que vous avez dit? Non, mais je comprends qu'on l'ait compris comme ça. Alors ça s'appelle faire une tranche. D'accord. Donc dans la première tranche, je dis n'importe quoi, de 1 à 1000, on vous prend 1%. Okay. De 1000 à 2000, là on dit ah, quand même c'est un peu plus, on vous prend 2%. Mais sur cette tranche. Et la dernière, celle qui est au-delà d'une certaine somme, mais dont je ne me rappelle plus, là, dans cette tranche-là, pour la partie de la tranche, alors ça va être la tranche qui est au-delà de, je sais pas, 30 000, là oui. On prend 90%. Donc si je gagne... Mais c'est pas 90%. Si vous gagnez 10 000, je vous prends pas 9 000. Non, c'est à partir d'une tranche. Ouais. Donc si je gagne 30 000 € par mois, je devrais reverser 90% d'impôts. Non. Non. Vous devrez verser 90% sur tout ce qu'il y aura au-delà de 30 000. Hein. Donc en fait, vous allez faire des paliers de salaire qu'on peut garder. Et quand on dépasse, on doit reverser un pourcentage. Pour rigoler, les candidats à la présidentielle, moi je dis que vous êtes un petit peu comme des candidats de télé-réalité. Ça se chamaille, ça s'aime bien, puis finalement ça s'aime pas, on sait pas trop. Alors j'ai une question. Si on fait une grande maison et on met tous les candidats à la présidentielle dans une maison, avec qui vous clasherez et avec qui vous allez kiffer? Alors, la télé-réalité là-dedans, c'est quand même le projecteur partout. C'est pas pour vous. Non, c'est pour moi. Très bien, bah merci beaucoup. Alors, je vous explique. Là, chez Jean-Luc Mélenchon, c'est complet. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris une salle qui est beaucoup trop petite. Donc, du coup, Jean-Luc Mélenchon a improvisé au dernier moment
son meeting, mais dehors dans la rue, et je vous montre ça tout de suite parce que c'est impressionnant. Une vraie rockstar. Oui, on peut tout changer. Bonjour Hugo, ça va? Oui, ça va et vous? Et mademoiselle aussi? Ça va, merci. Ouais. Alors vous venez au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez quel âge? 19. 19 et 20. 20. Qu'est-ce qui vous pousse à venir à 19 et 20 ans au meeting de Jean-Luc Mélenchon? Parce que moi je pense que c'est le seul qui a vraiment envie d'aider les jeunes, envie d'aider les droits sociaux, les droits fondamentaux. C'est quoi les droits sociaux et les droits fondamentaux? On a bien vu là avec le Covid, etc., toutes les répercussions que ça avait notamment sur les étudiants. Bien sûr. On a été gravement impactés et c'est le seul qui prend en considération le bien-être des jeunes, les mêmes droits, l'égalité des droits. Tu te sens écouté? Ouais, quand même. Ouais. Et puis avec la montée des extrêmes droites, on a un peu peur aussi. D'accord. Est-ce que c'est la montée de l'extrême droite qui te pousse aussi peut-être à aller sur l'extrême gauche? Bah oui, parce qu'on préfère que ce soit la gauche qui passe que la droite quand même. D'accord. Ok. Et sur quoi tu es le plus d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? C'est quoi le truc qui fait que tu t'es dit c'est lui, j'ai envie d'aller le soutenir et... Les minimums de revenus pour les jeunes. Ouais. L'impact environnemental qui est pris en compte pour de vrai. D'accord. Les droits LGBT, les droits des minorités. C'est important pour toi les droits LGBT? Ouais. Parce qu'il y a d'autres candidats qui en parlent pas assez, tu penses que... Il y a d'autres candidats qui veulent les restreindre, donc D'accord. ouais. Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon? Oui. Vous avez quel âge? Moi j'ai 18 ans, 23 ans. D'accord. Donc la jeunesse en force là ce soir. Oui. Il y a plein de jeunes, j'ai vu. Il y a une queue longue jusqu'au bout là-bas, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui vous pousse, à votre âge, à soutenir Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qui vous plaît dans son discours? Alors moi, c'est sa lutte contre le racisme et les discriminations. D'accord. Et aussi pour les inégalités hommes-femmes. D'accord. C'est surtout pour ça en fait. J'ai entendu des gens qui me disent que Jean-Luc Mélenchon n'est pas très fan de la police d'aujourd'hui justement. Tu trouves qu'elle n'est pas à la hauteur, la police d'aujourd'hui? En fait, il y a beaucoup de bavures quoi. Il y a beaucoup de bavures, je trouve, et il a un discours correct. Il a pas, parce que j'entends aussi dire qu'il a un discours anti-police, c'est faux, il dit juste des faits qui sont là depuis de nombreuses années, et c'est le seul qui le dit ouvertement. Moi, je trouve qu'il a un discours tout à fait correct. Et il parle de désarmer la police, peut-être? Moi, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'on aurait peut-être moins peur. Moins peur? Moins peur. Si la police n'était pas armée? Oui. Et si par exemple on se faisait agresser, le fait que la police soit pas armée par exemple, t'as pas peur de ça? Non. D'accord. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux aussi ont aidé les hommes politiques à se faire entendre? Oui, surtout TikTok. Ah oui, mais alors ça j'ai halluciné. Jean-Luc Mélenchon, 1 million d'abonnés sur TikTok. Ah oui, non mais vraiment. Incroyable. Je pense qu'il sait se servir des réseaux à bon escient et c'est pas mal. Tu penses que tous les hommes politiques aujourd'hui devraient se mettre aux réseaux sociaux? Bah oui. Je pense qu'il n'y a pas de question à parler aux jeunes? Bah oui. C'est la base? Bah oui. Pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi personnellement je suis venue ici parce que j'aime bien les idées qu'il propose. J'aime bien aussi sa manière de défendre les musulmans. Parce que c'est un des seuls qui se met un petit peu dans le mal pour essayer de nous défendre, donc ça je trouve ça bien, donc c'est un peu pour ça que je viens. Tu penses que c'est Jean-Luc Mélenchon qui t'a apporté le plus de réconfort et qui essaye de... On est largement plus représenté par Jean-Luc Mélenchon dans sa manière de parler, dans sa manière de penser aussi, parce que aujourd'hui, avec le régime d'Emmanuel Macron, il y a énormément, j'ai l'impression, il se concentre énormément sur la loi sur le séparatisme, etc. Alors qu'il y a d'autres problèmes à traiter, notamment avec la crise du Covid-19 qu'il faut traiter d'abord, plutôt que la cause des musulmans qui accusent d'être extrémistes alors que c'est absolument pas la majorité. Moi-même je suis ici dans un meeting pour Jean-Luc Mélenchon, donc je représente un peu... Toi, tu penses que les autres passent en priorité les choses qui ne sont pas prioritaires, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Enfin voilà, Éric Zemmour, on l'entend énormément sur son programme sur l'immigration, les musulmans, etc. Je trouve ça un peu trop excessif, même sachant qu'il y a d'autres problèmes à traiter qui sont beaucoup plus importants, et c'est un peu trop bancal des fois certains sujets qu'il traite.
Et tout de suite, on est en direct dans Face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon qui va démarrer face à Éric Zemmour. A tout de suite. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez me répondre juste pour ou contre? Et ou joker. Ou joker, voilà, bravo. Pas de problème. Pour ou contre sanctionner les parents de délinquants? Contre. Pour ou contre le pass vaccinal? Contre. Pour ou contre le cannabis? La légalisation du cannabis? Pour. Pour ou contre l'euthanasie? Pour. Pour ou contre réduire la consommation de viande dans les cantines? Pour. J'ai une autre question. Est-ce que vous seriez favorable à un ministère des réseaux sociaux pour protéger et réglementer le monde des réseaux sociaux? Ouh, comme je me méfierais de ça. Un ministère, c'est beaucoup, hein. Faut faire attention à un truc. Quand on crée un ministère, il y a une administration derrière et ça commence à choufleuriser. Et puis vous avez des gens qui doivent justifier leur existence en produisant de la norme, du règlement. Faut faire attention parce que les réseaux sociaux sont un lieu de liberté. Moi, je tiens à ce que ça reste le plus longtemps possible. Alors après, oui, on pourrait avoir quelqu'un qui a une responsabilité, mais pas au niveau de ministre, pour peut-être faire attention à ce que ça ne devienne pas des lieux... Un conseiller, par exemple. Et un haut commissaire ou une chose comme ça, parce que de toute façon, il va bien falloir qu'on trouve un moyen de rationaliser certaines pratiques. C'est pas juste, on prend tous plein la tête. Moi, je suis très amateur de réseaux sociaux, j'existe beaucoup dessus. Moi, honnêtement, je suis pas à l'aise avec cette idée. Je comprends l'idée, parce que j'ai pas mal de copains qui me disent il faut faire attention, c'est tout et n'importe quoi là-dedans, il n'y a pas de raison que tout le monde pêche. Mais je crois que c'est un peu compliqué. Bon, on pourrait d'ailleurs en discuter. Bon, je ne serai pas ministre avec vous, quoi. Que vous voulez être ministre? Bah oui, des réseaux sociaux. Mais je peux être haut commissaire aussi, hein. Bon, ça me va. Haut commissaire. Ouais, pas mal. C'est pas mal, oui. Je vous formerai à faire des Snapchat. Parce que TikTok, Snapchat. Oui. Parce que TikTok, j'ai plus besoin, vous êtes une star sur TikTok. Il paraît, mais je suis pour rien. 1 million d'abonnés, vous êtes un influenceur. À ce niveau-là, vous êtes dans l'influence. Et oui, il paraît, il voulait m'influencer. Mais c'est pour ça. D'ailleurs, on a vu les petits jeunes à Bordeaux qui vous connaissaient de TikTok. Ouais, et les connaissez-vous? Non, parce vous que, aussi. non, mais ceux qui m'ont arrêté dans la rue, ils étaient horriblement. Il y avait 3 filles qui étaient là, elles m'arrêtent. J'ai dit, mais comment vous savez que je suis là? Ah, ben on a vu la story de Magali. Alors au début, j'avais pas bien compris, moi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? La quoi? De qui? De moi. Et le temps que je réalise, je me dis, mais c'est pas croyable, elle a posté il y a quoi? Il y a même pas 5 minutes. Il y a déjà 3 personnes dans la rue pour m'arrêter, pour dire, ah, j'ai vu la story de Magali. C'est là que j'ai compris que vous êtes un personnage important, parce qu'au début, on m'a dit, on va voir avec Magali, si vous voulez. Ça peut dire. Non, mais j'étais au courant de rien, moi. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être que cette histoire? Et là, moi, ça m'a impressionné direct. Hein. Mais ça prouve que mes vidéos touchent les jeunes, touchent des gens qui auraient peut-être pas forcément, enfin qui vont peut-être pas forcément regarder BFM, vous voyez ce que je veux dire? Non, et qui vous découvrent autrement. Nous, on est au clair là-dessus, on méprise personne. C'est ça, exactement. D'accord? Donc on voit partout, tout le monde, sauf si c'est trop pesant ou si ça veut trop toucher à la vie privée. Bien sûr, parce que moi, je tiens absolument à séparer ma vie d'homme public de ma vie privée. J'ai horreur qu'on se mêle de ma vie. Et d'ailleurs, je fais bien parce qu'une fois, j'ai dû mentionner l'existence de ma fille, et aussitôt, le journaliste a dit, bah alors on peut en parler puisque vous en parlez. Je me suis dit, je me mordu les doigts en me disant, plus jamais je prononce un mot comme ça. Enfin, ça ne m'empêche pas de temps à autre d'y mentionner. Quand on aime les gens, on a envie d'en parler. C'est vrai, c'est vrai. Le problème. C'est logique. Le jour, on m'a fait parler de mes grands-mères, les pauvres, paix à leur cendre. Je ne sais pas où elles sont, mais bon, à part dans leur tombe. Mais bon, peut-être que ça les a remises en mouvement pour m'aider pour l'élection. Ouais. Moi, quand je parle de ma grand-mère, j'en ai pour 4 heures. J'adore ma grand-mère. J'avais une passion pour ma grand-mère. Mais elle est vivante? Non, elle est partie au mois de mars. Au mois de mars? Ouais, et elle m'a élevée. Elle m'a récupérée quand j'avais 2 ans. Oh mon Dieu. Ouais. Et on dormait ensemble dans le même lit jusqu'à mes 19 ans. Oh là 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 là. Voilà, elle est oh partie. mon Dieu, voilà. ce femme. Ouais, ça a été dur, ouais. Ça a été dur. Je crois, oui. Voilà. Mais c'est une passion. Nos aînés, enfin moi, c'est mon inspiration, ma grand-mère. Ça a été mon inspiration toute ma vie. Ah ouais? Ouais. Et marrant, vous savez, les gens qui me suivent, quand elle est partie, c'est vrai que j'avais été invitée à déjeuner avec Gabriel Attal. Et je lui ai dit, mamie, j'ai été invitée à manger par Gabriel Attal. Elle était tellement contente, elle m'a dit, je t'ai dit qu'un jour tu finirais ministre. Et j'avais raconté ça sur mes réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on fait cette blague maintenant de, parce que tout le monde se demande, est-ce qu'elle va finir par sa grand-mère, est-ce qu'elle va... Voilà, bon, c'était pour rigoler, c'est la petite anecdote, tu vois, mais voilà. Surtout, faites pas ça. Non. Bon, merci beaucoup en tout cas. Allez.
Jeunes gens, ce monde est beau. Et vous méritez un monde moins moche que celui qui se prépare à vous laisser. Mais vous n'aurez rien du tout si vous ne faites rien. Vous n'aurez rien du tout si vous laissez aller. Vous n'aurez rien du tout si, au contraire de ce qu'ont fait vos mères et vos pères qui se sont battus, vous restiez par extraordinaire mollement alanguis en attendant que ça se tasse. Parce que ça ne se tassera pas. Cette vidéo vous est présentée par Prime Optique. Ouvert 7 jours sur 7, boulevard Magenta à Paris.